Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 13 mars. Du changement au gouvernement princier, Pierre-André Chiappori a été nommé ministre des Finances et de l'Économie par le prince Albert II. Il prendra ses fonctions le 18 mars prochain. Plus de détails à suivre dans quelques instants. Jour J pour le Festival Printemps des Arts, la 40e édition propose 25 concerts dont des créations mondiales. Nous en parlerons avec le directeur artistique de l'événement, Bruno Mantovani. Alors que la parole se libère concernant l'endométriose, cette maladie chronique était au cœur d'une conférence organisée pour les filles et leurs mères. L'occasion de rappeler que l'endométriose touche une femme sur 10. En basket, la Roca Team affronte le dernier de l'Euroleague demain, l'Alba Berlin. De son côté, l'AS Monaco reçoit Lorient dimanche. Avant cela, le club a ouvert son entraînement au public. Des centaines de supporters étaient présents. Et à la fin de ce JT, nous reviendrons sur la success story du Beef Bar avec Riccardo Girodi. Il vient de signer le 40e restaurant de la marque. L'information a été communiquée ce matin par le Palais Princier. Pierre-André Chiappori a été nommé ministre des Finances et de l'Économie par le prince Albert II. Il succède à Marco Piccinini qui occupait ce poste depuis septembre dernier. Bonsoir Fabien Bonilla, que pouvez-vous nous dire sur Pierre-André Chiappori ? Bonsoir Émilie, c'est un homme discret, on pourrait presque dire un homme de l'ombre, mais il est malgré tout connu de par ses qualités et compétences. Pierre-André Chiappori est nommé à compter du 18 mars conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie. Ce monégasque succède ainsi à Marco Piccinini qui occupait ce poste depuis le 15 septembre 2023, lui-même qui a succédé à Jean Castellini. Pierre-André Chiappori est diplômé de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques et docteur en sciences économiques. Il a débuté sa carrière en tant qu'enseignant en France, puis en qualité de professeur d'économie à l'Université de Chicago, avant de rejoindre en 2005 la Columbia University à New York. Il a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2017 et a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre du Mérite en 2023. En principauté, Pierre-André Chiappori préside depuis 2011 le conseil scientifique de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, l'IMSEE, ainsi que l'International Advisory Board de l'Université internationale de Monaco. À noter que le prince remercie chaleureusement son prédécesseur Marco Piccinini pour son investissement sans réserve et son dévouement à la tête du département des finances et de l'économie. Bienvenue donc au nouveau ministre des Finances et de l'économie, Pierre-André Chiappori. Et il est précisé dans le communiqué du Palais Princier que Marco Piccinini continuera à œuvrer pour la principauté comme ambassadeur en charge des négociations financières internationales. Le reste de l'actualité, c'est le coup d'envoi du Festival Printemps des Arts. La 40e édition reste fidèle à ce qui constitue son essence, la création et la rencontre entre les arts. Depuis 3 ans, la thématique se décline sur l'évolution stylistique, mais cette année réserve encore quelques nouveautés. Le directeur du Festival Printemps des Arts est en duplex avec nous pour en parler. Bonsoir Bruno Mantovani. Bonsoir. Cette édition est à la fois en continuité par rapport à ce que l'on connaît déjà et elle s'inscrit aussi dans une forme de renouvellement. Oui, en continuité parce que moi je tenais à avoir une espèce de cadre assez fixe d'une édition sur l'autre afin de rassurer le public, de lui offrir peut-être une forme de confort à l'intérieur duquel évidemment mon jeu c'est de créer l'inconfort, de créer le questionnement, de créer la surprise. Donc une structure qui ressemble aux éditions précédentes, c'est-à-dire 4 semaines avec des cartes blanches, avec des thèmes, des fils rouges qui donne une cohérence à l'ensemble, et puis à l'intérieur, plein de nouvelles choses, de nouveaux compositeurs, de nouvelles rencontres avec d'autres disciplines artistiques, bref, une espèce de bouillonnement jubilatoire. La nouveauté cette année, c'est ce regard sur notre planète et cette question que vous posez de savoir comment les artistes et les musiciens se sont intéressés à ce sujet. Oui, c'est un questionnement qui est un questionnement qui n'est pas du tout actuel. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, l'urgence climatique fait que nous sommes bien obligés de nous poser cette question, mais au XVIIIe siècle, on se posait déjà cette question de savoir quelle était notre situation, celle de l'individu par rapport au monde qui nous entoure, par rapport aussi aux animaux. Il y a tout un répertoire animalier qui est très intéressant, chez Jean-Philippe Rameau notamment. Donc, l'œuvre emblématique qui va articuler ce festival, c'est Le Chant de la Terre de Gustave Mahler, où ces questionnements sont extrêmement présents. Et voilà, il s'agit d'une des thématiques qu'on va décliner dans ce festival, une
thématique qui en plus est assez chère à la principauté, avec aussi un artiste, un immense photographe, Sebastião Salgado, qui est peut-être le plus grand photographe de l'écologie actuellement. Il y aura aussi des premières mondiales autour de ce sujet, une création musicale actuelle. Oui, j'ai demandé à un compositeur et chef d'orchestre qui s'appelle Laurent Cugnot d'écrire son propre chant de la terre en reprenant les textes que Gustav Mahler avait utilisés pour son chant de la terre et de nous proposer donc une vision très moderne de cette littérature-là dans un langage totalement contemporain. Mais ce n'est pas les uniques créations. Il y a aussi le travail que nous avons mené avec le nouveau musée national de Monaco sur l'artiste Pier Paolo Calzolari. Et donc, des compositeurs ont écrit des œuvres par rapport à l'exposition qui est présentée. J'aime ce dialogue entre les arts et la création fait partie justement de cette façon de voir les œuvres du passé, peut-être avec un regard un petit peu nouveau. Bruno Mantovani, qu'est-ce qui fait la magie de ce festival Printemps des Arts ? La magie de ce festival, c'est que c'est une page blanche quand je commence à travailler là-dessus, c'est-à-dire tout est possible. Et donc, c'est des fois d'ailleurs très contraignant de ne pas avoir de contraintes parce qu'il faut se créer ses propres règles, ses propres cadres. Donc la magie, c'est de pouvoir écouter ce soir au concert d'ouverture à la fois de la musique contemporaine et de la musique de Johannes Ockeghem, donc à la lisière entre les 15e et le 16e siècle. La magie, c'est d'avoir un parfum qui a été développé par la créatrice Clémence Besse en rapport avec la programmation du festival. La magie, c'est que tout est possible au Printemps des Arts. Et c'est une expérience inédite au plus près des artistes. Au plus près des artistes, que l'on peut rencontrer dans les avant-concerts, ce qu'on appelle les before, dans les après-concerts, les afters. Et puis, c'est aussi être au plus près des artistes, ces immersions par exemple, puisque le public peut découvrir les coulisses d'un festival, peut explorer la façon dont on prépare de tels événements. C'est aussi le fait de peut-être d'avoir plus de jeunes publics. Le festival est gratuit pour les moins de 25 ans cette année, tout le festival. Donc c'est aussi une volonté de créer cette espèce d'énergie. Nous ne sommes pas un festival d'été, où en général les gens prennent des vacances pour aller écouter un concert de piano ou un festival d'opéra. Nous sommes donc au printemps, d'où le titre de notre festival, le nom de notre festival, et il est important pour nous de créer cette dynamique. Un festival, c'est une fête, et nous tenons à que ce Printemps des Arts reste une fête. Un festival qui débute donc à partir de ce soir jusqu'au 7 avril et la programmation est à retrouver sur le site officiel du Festival Printemps des Arts. Merci beaucoup Bruno Mantovani d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Intéressons-nous à présent à ce mot, la PropTech. Il s'agit de la contraction des mots propriété et technologie. Elle regroupe les startups et les sociétés qui emploient des nouvelles technologies pour repenser les usages immobiliers. Une conférence sur les impacts et les enjeux de la PropTech a été organisée par le gouvernement princier en collaboration avec le Monaco Economic Board au Yacht Club mardi en fin d'après-midi. Ce rendez-vous a permis de présenter les nouvelles technologies au service du secteur de l'immobilier, de la construction à la commercialisation de biens en passant par le financement, la décoration d'intérieur ou encore l'élaboration de projets ayant une dimension environnementale. Le délégué interministériel à l'attractivité et la transition numérique, Frédéric Ginta, nous en dit plus. Il est au micro de Fabien Bonilla. L'intérêt de cette conférence est très simple, c'est qu'aujourd'hui à Monaco, l'immobilier, c'est 20% de notre richesse, de notre PIB. À la fois la construction, la transaction, la maintenance, la vie qu'on a. Et donc quelque part, sur chacun de ces aspects, la technologie permet d'être plus efficace, d'augmenter la valeur. Et donc pour ce secteur majeur de Monaco, c'est central de maîtriser l'aspect technologique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on construit souvent un jumeau numérique qui va correspondre à chacune des pièces, chacun des éléments de ce building pour mesurer effectivement la maintenance, pour mesurer la capacité à chauffer, les pertes écologiques. Idem, aujourd'hui, les investisseurs peuvent investir dans des constructions, dans des promotions de manière très efficace avec des plateformes numériques effectivement qui permettent de diversifier le risque, qui permettent d'informer, qui permettent d'avoir de la donnée, des produits financiers plus évolués. Idem, les drones permettent de faire de la maintenance de manière beaucoup plus efficace à des endroits qui sont compliqués pour les humains. Ces trois exemples concrets qui montrent que le numérique pour l'immobilier, c'est plus écologique, c'est une opportunité de croissance économique et c'est plus efficace.
Il y a peu de temps sur notre antenne, nous recevions Delphine Traoré. Elle était venue témoigner de son parcours alors qu'elle est atteinte d'endométriose. La parole se libère peu à peu face à cette maladie chronique. Elle faisait l'objet d'une conférence mère-fille mardi soir au lycée Régnier 3, organisée par le CHPG et la direction de l'éducation nationale. Le but était de sensibiliser sur cette maladie assez méconnue et d'apporter des réponses. Le reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. C'est un sujet qui a animé la foule. L'endométriose touche une femme sur 10 et pourtant beaucoup de questions sur cette maladie sont encore sans réponse, d'où l'importance de libérer la parole. C'est touchant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui en souffrent. Moi j'ai la chance que j'ai réussi à trouver des solutions pour pallier à mes douleurs, mais apparemment pas tout le monde et c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup entendu et que quand on en parle, les personnes souvent nous disent c'est n'importe quoi et c'est dans ta tête. L'endométriose, c'est lorsque des cellules de l'endomètre se développent en dehors de l'utérus, pouvant entraîner de fortes douleurs. Plus vite la maladie est diagnostiquée, plus il est facile de trouver un traitement pour soulager la patiente. La prise en charge de l'endométriose nécessite plusieurs professions de santé pour pouvoir améliorer la qualité de vie de la patiente. Il va y avoir bien évidemment le gynécologue avec un traitement hormonal qui permettra une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles, mais on va pouvoir mettre aussi en place tout un protocole de prise en charge de la douleur pour ces patientes, mais également une amélioration de l'alimentation, car il a été mis en évidence qu'une alimentation anti-inflammatoire permettait d'améliorer les symptômes de l'endométriose. Et on va pouvoir proposer aussi aux patientes toute une panoplie, ce que j'appellerais de médecine complémentaire, qui comporte la kinésithérapie, l'ostéopathie, de l'acupuncture, il y a même de l'auriculothérapie qui a prouvé son efficacité. Donc c'est à travers toutes ces différents professionnels de santé qu'on va pouvoir améliorer la qualité de vie des patientes. Aujourd'hui, il y a un délai de 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. Le centre hospitalier Princesse Grace propose un parcours endométriose qui permet en une journée d'hospitalisation de proposer aux patientes tous les examens nécessaires au diagnostic. Ouvrons une page sport à présent avec du basket. Demain à 20h, la Roca Team affronte l'Alba Berlin dans la capitale allemande. Une rencontre très attendue par les Monégasques qui pourraient y célébrer leur 8e victoire consécutive en Euroleague et ce face à une équipe dernière au classement. Alors, faut-il y voir une chance de se maintenir dans le top 4 ? Écoutez les avis de Sacha Obradovic et Jaron Blossomgame. Ils sont interrogés par Théo Schumer. Yes, but I feel confident because of what we've done the last 3.5, 4, 5 weeks of the season. Guys are playing well. You know, Mike's being our leader. He's been all year, and guys are confident. Obviously, we're doing the things that we do well. I think we're second defensively right now in the EuroLeague, and when we defended at a high level with our offense, it's very successful for us. Everyone has talent. Everyone's well coached. Everyone's good. So. Just because they're last place doesn't mean we can go over there and think we're going to walk all over them. We still have to show up and play the game. So, like I said, I'm confident in our guys because of what we've done recently, but it's going to be a tough battle, I believe. You have to always respect any opponent from EuroLeague, and this is the team, you know, who already beat some teams, especially at home. If you catch their rhythm, for example, you know, they are great in running. If they have, you know, like in a mood shooters, they do have great shooters anyway. Then you can have certain problems if you play your game, if you control, you know, like I said, you know, like fast break points, offensive rebounds, you know, like what they are the best of. Then your chances, you know, to win the game are high. Till the end, I believe that we have to win all the games to secure, you know, like the position in top 4, you know, before the playoff. Alba Berlin-Monaco, c'est donc ce jeudi à 20h à la Mercedes-Benz Arena. On reste dans le sport avec du football, alors que l'AS Monaco, 3e au classement de Ligue 1, est en course pour retrouver une place en Ligue des Champions. Le club a ouvert son entraînement au public ce mercredi au centre de performance. Des centaines de supporters avaient fait le déplacement à la Turbie pour encourager les joueurs avant la réception de Lorient ce dimanche au stade Louis II. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus.
L'AS Monaco Open Day, une journée ouverte au public avec plusieurs animations au programme. Pour commencer, le Kids Tour, où les enfants se sont essayés à shooter dans une cible avec de nombreux cadeaux à la clé. Des stylos, des drapeaux, des places pour le prochain match ou encore un maillot dédicacé. Tout cela en présence de la mascotte Booba. Sans oublier un challenge de freestyle football face aux champions de France de la discipline, mais aussi la possibilité de suivre l'entraînement de l'équipe 3e actuellement en Ligue 1. Et certains supporters sont venus de loin. Vous venez d'où? Fos-sur-Mer. C'est où ça? Après Marseille. D'accord. Et pourquoi vous êtes venu? L'amour du club. J'ai transmis l'amour du club à ma femme, mes enfants, mon fils. Donc quand on a l'occasion, on vient. Qu'est-ce que vous pensez là de l'entraînement? Très intéressant, mais le fait de voir les joueurs, l'ambiance, d'être sur le rocher, comme on dit, on est content et on ne regrette pas le kilométrage. Le truc qui me plaît, c'est tout. Le stade, les joueurs, le drapeau, la mascotte Booba, tout en fait. Moi je trouve qu'il y a plein de choses à faire et tout. Et la boutique elle est très sympa et tout. Le stade il est beau, il est tout neuf on dirait. Les joueurs, ça fait plaisir à les voir. Et ils ont eu l'occasion de les voir, et même de près. Après l'entraînement qui a duré plus d'1 heure, les joueurs sont allés à la rencontre de leurs supporters pour une séance de dédicace. Pourquoi c'est important pour vous de participer à cet événement, d'être auprès de vos fans? Parce que c'est la base, ils nous supportent à chaque match, donc c'est important d'être là avec eux aussi à l'entraînement. On est très heureux aussi, et pour eux et pour nous. Pourquoi c'est important? Merci. Pour leur donner un peu d'accès, voir sur ce qu'on travaille jour par jour. Et aussi de faire un peu plaisir, c'est ça? Bah, c'est grâce à eux qu'on est là, donc c'est cool. C'est cool de pouvoir leur rendre ça aussi, c'est cool. Sometimes in a year that we have connection to the fans, for the players, for the kids, that have a really close contact to the players, and we enjoy it. And this was the day today. It's sunny, everything is fine. Au total, plus de 300 personnes sont venues soutenir les Rouges et Blancs pour les motiver avant la réception de Lorient ce dimanche à 15h au Stade Louis II. Notre prochain invité est à la tête d'une rare marque née à Monaco et qui a réussi à connaître le succès et s'exporter à l'international. Riccardo Girodi vient tout juste de signer son 40e Beef Bar à la tête de l'entreprise familiale depuis près de 20 ans maintenant. Le chef d'entreprise ne cesse de développer ses idées avec passion et toujours avec autant de réussite. Bonsoir Riccardo Girodi. Bonsoir Émilie. 40e établissement de la marque Beef Bar, il sera en Géorgie, hein ? Exactement, oui. Nous avons signé aujourd'hui le 40e. Enfin, j'arrive même pas à y croire vu que l'aventure a débuté en 2005. Ça me vieillit un petit peu, mais bon, je suis quand même assez fier de cela. Ça tombe en Géorgie, à Tbilissi pour l'année prochaine. Comment se fait le choix des villes dans lesquelles vous vous implantez ? Alors ça dépend. Écoutez, quand on a des restaurants en propre, parce que nous on travaille aussi bien en propre qu'en franchise, on les sélectionne nous en avance, c'est-à-dire pratiquement en Europe, on les garde nous-mêmes, on les opère nous-mêmes. Et puis il y a beaucoup d'opportunités, donc beaucoup de groupes, ça peut être des groupes hôteliers, comme ça, dans ce cas-là c'est un groupe hotelier, et puis c'est des gens qui reviennent à nous parce qu'ils voyagent à travers la terre et ils voient un concept, ils se disent ils nous contactent, et si on pense que la ville est intéressante, on y va. Et Géorgie, je sais que c'est peut-être pas la destination la plus logique, mais on a fait nos études de marché et à ce qui paraît, c'est quand même un pays qui est en avance et qui aurait sa place pour la marque. Voilà, donc on prend avec plaisir cette opportunité. Est-ce que les clients sont conscients qu'au-delà de la marque Beef Bar que vous exportez, c'est aussi l'image de Monaco que vous emmenez avec vous ? Écoutez, moi j'essaye toujours de mettre ça en tagline, vous savez, c'est Beef Bar, Born et Monte Carlo, là un petit peu où on peut, parce que c'est à mes yeux aussi une histoire de la Riviera, de Monaco, de notre famille. Monaco fait rêver, Monaco fait vendre, et dès qu'on peut, on le met en avant, mais inconsciemment, beaucoup de gens le savent au fait maintenant, et c'est vrai qu'on est devenu, dans le monde de la viande, dans la restauration haut de gamme de luxe, une référence qui fait un lien avec la principauté. Alors vous l'avez dit, d'une adresse sur le port de Fontvieille en 2005, le nom Beef Bar est aujourd'hui présent à travers le monde. Est-ce que c'était un choix au départ de s'exporter ? Pas du tout, c'était que des opportunités, parce qu'à la base on avait ouvert Beef Bar
pour montrer les viandes d'importation que notre famille importait en Europe. Et donc on avait besoin d'un endroit pour faire tester ces viandes à nos distributeurs de viande. C'est vraiment né comme ça. Et puis peu à peu, avec l'évolution, le temps, avec ce qu'on appelle le lifestyle, et puis ma passion et mes équipes surtout, parce que mes équipes sont là depuis, beaucoup de gens sont là depuis le début, on dit mais il y a quelque chose à faire, et puis j'ai pris goût à cette créativité, et grâce à Monaco, il faut que je le répète, on a réussi à grandir 1, 2, 3, 4, et puis c'est vrai que dans la dernière décennie, on a vu une vraie accélération de la marque, tout simplement parce que le monde de l'hospitalité a changé, tout est devenu beaucoup plus expérimental et on a eu la chance de faire partie de ces marques qui ont plu. Justement, ça plaît. Qu'est-ce qui plaît cela au-delà de la viande, hein, c'est une histoire, une origine, un voyage culinaire. C'est un peu un tout. On a beaucoup changé le concept il y a 5-6 ans quand on a tout fait en partage, tout en street food, on a fait des contrastes, on a donné 8 chefs différents, donc on a des produits asiatiques, européens, du Moyen-Orient, et on leur donne, et les gens aiment bien ce côté partage. Il y a moins ce côté steakhouse, c'est plus ce côté asiatique, on vient, on boit, on passe un bon moment et on déguste. Vous voyez, c'est ça qui a fait la différence aussi, parce qu'on ne pouvait pas être catalogué comme encore un énième steakhouse, et ça a marché, donc on est très 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 content. On va décliner d'autres concepts de beef bar en version deli, en version asiatique à Monaco, en version petite, comme on a fait là en Géorgie ou à Londres. Donc c'est une marque umbrella, comme on appelle, une marque parapluie, qui peut porter différents concepts sous elle. Ricardo Giraudy, lorsque vous avez fait vos études supérieures à Londres, est-ce que vous aviez déjà dans un coin de la tête l'ambition de reprendre l'entreprise familiale pour y développer votre vision des choses? J'avais, comment dire, je sentais plus ça comme une obligation, et puis j'en ai pris vraiment à cœur. J'ai beaucoup aimé ce métier, j'ai appris à aimer la viande, j'ai appris à marketer la viande, chose qui n'était pas facile. Il y a 20 ans, on vendait des entrecôtes et des filets, on ne vendait pas des origines ou des races. Et les restaurants ont beaucoup aidé, ça m'a permis de m'exprimer énormément, j'en suis très très fier. Et j'espère pouvoir continuer ça encore longtemps. Et Monaco va beaucoup aider, je pense. Voilà, donc m'a beaucoup aidé surtout. Certains disent de vous que vous êtes visionnaire, vous êtes d'accord avec cela? Je laisse les mots aux autres, moi je ne peux pas me définir. Mais aujourd'hui, Ricardo, on peut parler d'un empire familial pour le groupe Giraudy? On peut simplement parler d'une fierté, et je sais que mes parents sont très fiers, ça me touche vraiment à cœur. Vous savez, moi je suis dedans toute la journée, on voit que les belles choses, et moi je vois beaucoup de problèmes du matin au soir quand je viens travailler au bureau. Donc j'ai du mal à me détacher. Peut-être dans le futur je pourrais réaliser, et puis j'aime bien aussi garder je suis quelqu'un de un peu plus timide, même si je n'en ai pas trop l'air, et plus humble là-dessus. Moi le succès ça vient d'un merci, bravo, des petites choses comme ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, et je ne pense pas avoir accompli encore tout. Donc j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et j'espère encore continuer longtemps. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Ricardo Giraudy d'avoir été notre invité. On rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous avez été également l'invité de Geneviève Berthy dans Monaco Info, le podcast qui est toujours disponible à l'écoute sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup Ricardo. Merci encore. On reste dans le thème de ceux qui font Monaco avec votre rubrique incarnée par Christinda Thomel. Bonsoir Christinda. Vous avez décidé de mettre en valeur ce soir un établissement récent qui a déjà trouvé sa clientèle. Oui, ouvert depuis le mois de janvier, le Deli Robuchon Monaco vous accueille ici avenue Saint-Laurent. L'établissement vous propose de prendre à emporter ou alors de déjeuner sur place, ou de prendre tout simplement l'apéro ou encore son petit déjeuner. Ici, vous allez le voir, la tradition de Joël Robuchon rime avec le savoir-faire et la qualité. On garde l'idée de chef, le héritage et toutes ces idées et de cuisine française, mais en fait on développe en termes que c'est déjà 2024 et en fait il faut bien aller en futur, on peut dire. Donc ça c'est côté restauration, épicerie, boulangerie, pâtisserie, donc franchement il y a tous les côtés qu'on ferme et on est bienvenus là-bas. Alors quel était l'état d'esprit justement du chef Robuchon et que l'on peut retrouver ici?
Alors forcément, c'est quelques idées de lui. Déjà, Deli, il a bien aimé les comptoirs, les idées d'un peu de trucs partage. Donc ici, au Deli, on essaie de faire, par exemple, quand les gens viennent, ils prennent quelque chose. Il y a les deux, par exemple, nous et vous, on vient ici, on mange quelque chose, on prend un plat et c'est à partager. Il y a plein de trucs bons et forcément, on change beaucoup de choses aussi. Donc c'est toujours pas pareil. On suit la saison. Le chef, il essaie de changer la carte assez souvent. Donc, par exemple, il y avait, et maintenant, il y en a, c'est veau marengo, ces trucs magnifiques, bien sûr à partager, prend sur place, à emporter, ou bar méditerranéen, magnifique, franchement. Les produits, tous les produits sont frais? Bien sûr, oui. Et c'est les produits locaux, comme chef Robuchon elle a dit un jour, que c'est les meilleurs locaux. Donc voilà. Et puis dans l'année à venir, la maison ouvrira 2 autres lieux, toujours avec le même esprit, l'esprit Joël Robuchon. Vous allez le voir, si le concept est identique, les lieux seront cependant différents. Alors un établissement ouvrira rue du Portier et puis le second est tenu encore secret. Et Crescinda, on vous retrouve cette fois-ci dans les studios de Monaco Info pour les prévisions météo. À quoi devons-nous nous attendre pour la journée de jeudi? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Jeudi, le temps sera mitigé et se partageant entre le gris et le bleu. Les nuages seront plus nombreux en fin de journée. Cependant, la température atteint au maximum les 14 degrés durant la journée. Demain, nous fêterons les Mathildes. Merci Crescinda et merci à vous de nous avoir suivis. Direction les terrains du Monte Carlo Country Club pour refermer ce journal où les cours s'apprêtent à recevoir les meilleurs joueurs du monde pour le Rolex Monte Carlo Masters. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Elles sont signées Frédéric Nébinger. Passez une très belle soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition.